Amis téléspectateurs, honneur, merci de faire avec nous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. J'ai ramené pour vous dans la collection Acteurs-actrices de légende, La banquière avec Romy Schneider, un film de Francis Giraud, la collection Studio Canal. En pleine Troisième République, dans ce Paris troublé de l'entre-deux-guerres, une femme belle, ambitieuse, s'affirme dans un milieu détenu jusque-là par des hommes, celui de la haute finance. Ils ne le lui pardonneront pas, cette imprudence. Une actrice, un film, une légende, Romy Schneider, La banquière. Chez Gramophone, The Very Best of Lang Lang. Lang Lang avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'Orchestre de Mariinsky, l'Orchestre Symphonique de Chicago, Liszt, Libestrom numéro 3, Liszt, Rhapsodie hongroise numéro 2, Chopin, Étude opus 10 numéro 3, Beethoven, piano concerto numéro 1, rondo, Mozart, sonate pour piano K330, Andante cantabile, Chopin, concerto numéro 2 pour piano, Satie, Chopin, Tchaïkovski, Schumann, Rachmaninoff, Lang Lang est au piano. Et un bonheur suprême, Zubin Mehta. Numéro de série 4790424. Gramophone. Une voix, Andrea Bocelli, Love in Portofino. Double coffret, DVD, CD, Love in Portofino. Anema y corre, quizás, Perfidia, Champagne, Love Me Tender, etc. Numéro de série B001926500. Andrea Bocelli, Love in Portofino. Dans la série audio, classique à écouter, les 5 contes de Guy de Maupassant, collection Hachette. Souriant ou cocasse, dramatique ou angoissé, les contes de Maupassant nous entraînent dans ce monde paysan du 19e siècle qui reste pourtant encore si proche. Cet ouvrage contient Toine, le papa de Simon, la bête de Maître Béthome, la ficelle, l'auberge. Le CD audio contient la totalité des textes enregistrés. Un livre qui a connu tous les succès, le Da Vinci Code de Dan Brown. Aujourd'hui, j'ai trouvé pour vous les secrets du Code Da Vinci de Don Bernstein. À la suite de l'engouement suscité par le best-seller de Da Vinci Code de Dan Brown, Don Bernstein a entrepris sa propre enquête pour tenter de départager les faits de la fiction dans l'œuvre de Brown, qu'il considère bien ficelée, mais avec des réflexions audacieuses, fortement hypothétiques. Il a ainsi consulté de nombreux spécialistes, des théologiens, des historiens de l'art, des archéologues, pour offrir aux lecteurs des entrevues et des textes explicatifs fascinants. Son ouvrage regorge de points de vue d'experts sur Marie-Madeleine et sa relation intime avec Jésus, la composition des tableaux de Léonard da Vinci, les sociétés secrètes, le Saint Graal, le prieuré de Sion et plusieurs autres thèmes intrigants. Un ouvrage captivant qui lève le voile sur plusieurs mystères
et jette une lumière nouvelle sur les événements. Sur les étagères de nos libraires, Harold Jean-François, Haïti autrement. Histoire, essais, propositions, édition Médiathèque. Même s'il est tard pour rebondir, notre pays renferme des richesses et des opportunités que nous pouvons exploiter pour ouvrir les meilleures perspectives à l'ensemble du corps social. Ce livre offre de nombreuses pistes de construction. Sous un leadership rassembleur, avisé et visionnaire, nous pouvons encore rendre Haïti autrement. Haïti, Camillo. Le 8 mars, le jour de la femme. Le mois de mars, le mois de la femme. Présence féminine dans l'art haïtien, 2e édition, aux éditions Henri Deschamps, Marie-Alice Théa. Œuvre de 103 femmes plasticiennes. Amis téléspectateurs, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme qui est née le 1er mars à l'hôpital Isaïe Gentil de Chancerelle, mais elle est du sud. Elle nous vient des Cayes et de Cavaillan. Je reçois Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. Lolo, bienvenue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Merci, c'est vraiment un plaisir que d'être sur l'île. N'est-ce pas? Nous allons voyager un bon moment ensemble. Absolument. Mais d'abord, il me faut spécifier que Marie-Laurence Jocelyn Lassègue est professeure de lettres, journaliste, féministe et, entre guillemets, maman poule. Je crois que c'est le rôle le plus important. Femme politique aussi. Aussi. Et femme remarquable pour ce qu'il s'agit de la générosité et de l'amitié. Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, parlez-nous un peu du professeur. Qu'est-ce qui vous a emmené au professorat? Bon, je crois que mon père a enseigné, ma mère, ma grand-mère avait pendant des années la seule école primaire de Cavaillon, notre village, le village de ma mère, mon grand-père, mon oncle. Donc en fait, dans ma famille paternelle, les Jocelyn... c'est une famille d'intellectuels. Une famille d'enseignants, d'enseignantes. J'ai toujours, toute petite, entendu les gens me poser des questions quand je venais en vacances en Haïti. Est-ce que j'étais la fille de Maurice, qui enseignait au lycée Pétion, ou de Philippe, qui enseignait justement au lycée des jeunes filles, ou au lycée Philippe Guerrier des Cayes. Donc en fait, je crois que j'ai grandi. Puis ma mère aussi a ouvert la première école maternelle du Congo, la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, cette école portait mon surnom, la poupette. Puisque l'école existe toujours. Elle a été reprise par mon frère aîné. Donc en fait, je suis née dans l'enseignement, dans la politique aussi. Dans les livres. Dans les livres, puisque papa, très tôt, nous a fait lire Louise-Joseph Janvier, les romanciers de la Ronde, quand on était petite au Congo, ou même quand j'étais en France. Il nous envoyait tous ces romans haïtiens, parce que grandir comme ça à l'étranger, les parents devaient, par la littérature, par la culture, nous rappeler que nous étions d'abord et avant tout haïtiennes et haïtiens, puisque mon grand frère et mes sœurs, nous parlions 4 langues africaines à l'époque, tout le temps. Donc il fallait souvent, nous étions très intégrés aux coutumes et traditions du Congo. Donc il fallait souvent nous rappeler par la lecture d'où nous venions, qui nous étions, en ce qui concerne Haïti. Oui. Oui, mais là, dans votre mémoire, vous avez quand même un drame politique assez corsé qui vous a marqué. Vous étiez à Jérémie lors du massacre. Oui, puisque quand les parents sont partis au Congo, je dois rappeler très rapidement qu'après l'indépendance,
des pays d'Afrique en 60, et notamment du Congo. Les Belges sont partis et les Congolais, Congolaises étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Donc les Nations Unies cherchaient des intellectuels noirs. Et c'est une femme que beaucoup connaissent ici, qui s'appelle Bébé Artaud, qui a dit, mais en fait, pourquoi ne pas proposer des intellectuels d'Haïti? À ce moment-là, beaucoup d'hommes et de femmes quittaient Haïti, soit à cause de la dictature, soit pour des raisons économiques. Donc, ils étaient trop heureux, trop heureuses d'aller comme ça au Congo. Et ils y ont travaillé, elles y ont travaillé comme professeurs, comme médecins. C'est-à-dire quasiment de 61 à on va dire 75. Le pays a vraiment été formé, encadré, que ce soit la Régie des eaux, la compagnie de téléphone, les écoles, n'en parlons pas, vraiment par des hommes et par des femmes qui avaient étudié ici en Haïti, soit à l'école normale supérieure, soit dans des écoles techniques. Donc c'est comme ça que mes parents se sont retrouvés là-bas. Et mes parents sont partis avec les deux plus jeunes, et mon frère et moi. Alors on ne pouvait pas nous laisser chez les grands-mères qui nous auraient trop gâtés. Donc on nous a envoyés chez une tante, la sœur de maman, dont le mari médecin dirigeait l'hôpital de Jérémie, le docteur Verrier, et puis c'est Tadé. Donc j'ai vraiment très tôt, je me suis posé beaucoup de questions parce que plusieurs des petites filles dont les parents avaient été tués étaient des amis, étaient des copines. Donc, et vous étiez très jeune. J'étais très jeune, j'étais très jeune, et je dois avouer que ça m'a marqué parce que bon, c'était des hommes et des femmes du même pays que nous, et je crois que c'est ce que je ne comprenais pas trop. Donc, et quand je suis en fait partie au Congo avec ce massacre en tête, oui. Et comment ça s'est passé avec le Congo, l'adaptation, le mode de vie? Bon, moi je ne parlerai pas d'adaptation, je parlerai d'aliénation. Parce que des 4 enfants, moi j'étais complètement aliénée. Je parlais le Swahili, le Lingala, le Chiluba, le Kikongo. On était tous et toutes très adaptés. Mais moi, en dépit du fait qu'il y avait la culture haïtienne à la maison, mais j'étais profondément intégrée. L'école dans laquelle j'étais, le lycée du Sacré-Cœur, nous avions des amis du Cameroun, du Nigeria. Donc en fait, c'était aussi intéressant de ce point de vue-là, d'avoir des camarades de classe d'autres pays, dont souvent les parents étaient diplomates. Mais j'étais surtout accueillie. Mes copines de classe congolaises, c'était comme des sœurs. Je dois dire qu'avec beaucoup de bonheur, je n'ai revu, puisque là, je reviens du Congo, où j'ai pu passer 2 jours. J'étais comme leur sœur. Donc, en même temps, j'avais cette culture haïtienne et cette culture congolaise d'ouverture. C'est-à-dire que, alors, la plupart de mes amis, leur père était souvent médecin, ministre, et m'expliquait que si les parents avaient pu faire des études universitaires, des études tout court, c'était grâce à leur famille paysanne qui vivait à l'intérieur du pays. Et je dois dire que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a très tôt impressionnée, parce que j'avais quand même toujours en tête ce endeuillot. Parce que quand moi j'entendais, quand j'étais petite, dans mon pays, et qu'on était en section rurale, on disait c'est mon endeuillot. Quand quelqu'un allait à Torbeck ou à Chantal, on disait moi pral endeuillot. Et quelque part avec une certaine distance. Alors qu'au Congo, on mettait en exergue, en valeur, l'importance des gens de l'intérieur, grâce à qui on avait pu faire des études. Donc je crois que c'est quelque chose qui m'a très frappée, qui m'a marquée. Et quand les cousines de l'intérieur venaient, elles pouvaient ouvrir les armoires et prendre les vêtements, prendre les chaussures. Donc moi, je regardais en disant, mais ça ne se passe pas comme ça chez moi. Donc vraiment, ça a été l'aliénation à telle enseigne qu'à l'âge de 12 ans, maman a dit non, il faut qu'elle parte en France celle-là, sinon
on n'a plus d'haïtienne à la maison. Elle est complètement, à l'époque on disait Zaïre, elle disait elle est complètement zaïrianisée. Et c'est la raison pour laquelle à 12 ans, je me suis retrouvée en France. Et en France, ça va être un autre mode de vie. C'est une autre éducation, c'est une autre culture. Vous allez vous occidentaliser. Oui, bon, là, c'est vraiment l'éducation un peu de maman. C'était l'éducation qu'on avait du côté de maman, une éducation à la française, etc. Mais là, je serai aussi très gâtée. Parce que je dois vous expliquer qu'au CAI, chez moi, du côté de mon père, j'avais une sœur, une tante qui était religieuse. Et elle était chez les sœurs de Saint-François d'Assise, donc de l'externat des Cailles. Donc quand j'étais toute petite, j'étais très gâtée par les religieuses de l'externat. Donc ma tante et toutes les autres religieuses, jusqu'à présent je les appelle les tatis d'ailleurs, les sœurs de Saint-François d'Assise. Et quand j'arrive en France, je suis pensionnaire et là encore, je suis prise en charge et gâtée par des religieuses. Donc en fait, jusqu'au baccalauréat, je serai toujours dans des écoles congrégationnistes, mais toujours gâtée, choyée et chouchoutée par des religieuses. Mais ce qui se passe là, les 2 premières années, c'est que là, je suis quasiment formatée par des religieuses qui me font comprendre, tu es différente des autres, tu comprends, quand tu retourneras chez toi, j'avais 12 ans, hein, tu seras différente. Donc, vraiment, il y a une espèce, je quitte le Congo pour me retrouver en France avec des religieuses qui tentent en fait de m'instrumentaliser. Et je serai énormément gâtée, Marie-Alice. Pourquoi? Parce que je reste en pension en fin de semaine, puisque mes parents sont au Congo. Et quand une camarade de classe, qui est maintenant l'une des plus grands mannequins de France, Inès de la Fressange, s'en rend compte, elle m'invite chez elle. Et pendant l'année, je ne suis plus jamais restée à la pension. C'est-à-dire que mes camarades de classe se bagarraient pour m'accueillir chez elles. Donc en fait, je partais le vendredi dans une famille et je revenais le lundi avec elles. Donc je ne suis jamais restée à la pension. Donc j'ai vraiment eu une enfance, une adolescence extrêmement privilégiée, extrêmement gâtée, extrêmement choyée, mais j'allais au Congo à Noël, j'allais au Congo à Pâques. Donc, mais parlons de cette adolescence. Qu'arrive-t-il à 14 ans? Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai 13 ans, je vais en vacances à Strasbourg. Alors là, je rencontre une famille du Nord dont les parents sont au Congo comme les miens. Donc, ils sont très proches. Les Engrand, les Bright du Nord. Et je passe les vacances de Noël. Et là, je vais rencontrer beaucoup de jeunes Haïtiens. Mais j'en rencontre un qui est étudiant en médecine et on se lie d'amitié. Et il me dit, bon, écoute, je vais t'écrire pendant toute l'année. Moi, je lui dis, je ne pourrai pas te répondre, je n'en aurai pas le droit. Il dit, c'est pas grave, je t'écris pendant toute l'année. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu arrives à convaincre tes parents de venir étudier à Strasbourg. Je lui dis, mais mes parents n'accepteront jamais que je vienne dans cette grande ville, je suis en pension, etc. Et il va m'écrire pendant 1 an sans que je n'ai la possibilité de lui répondre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne m'était... Et c'est là qu'on voit la différence dans les temps, autre mœurs. C'est que les religieuses me donnaient les lettres, mais je ne répondais pas parce que je n'étais pas autorisée à répondre. Donc quand je vais en vacances au Congo, chez moi, je dis à mes parents, bon, moi je suis un petit peu fatiguée d'être à Paris, il n'y a pas d'Haïtiens, il n'y a pas d'Haïtiennes, il n'y a pas d'Africains, d'Africaines non plus. J'aimerais aller à Strasbourg. Ma mère, bien sûr, qui dit, pas question, parce que tu dois rester en pension, etc. Alors, je lui fais une promesse. Je lui dis, écoute, je vais à Strasbourg. Mon père était très, très ouvert. D'abord, il faut dire que papa, c'était un grand intellectuel, un très ouvert, un féministe aussi, parce qu'il a eu 3 filles. Donc, il disait, vous vous rendez compte, j'ai 3 filles. Il n'est pas question que je les élève de façon traditionnelle. Donc, quand on voyageait, qu'on allait en France, en Grèce, en Italie, les parents travaillent. C'était comme des canards. Ils voyageaient toujours avec leurs enfants. Donc, papa cherchait toujours des livres pour comprendre comment élever ces 3 filles autrement.
Et c'est comme ça que je vais me retrouver donc, au mois de septembre à Strasbourg, en promettant à maman de rester chez les religieuses jusqu'au baccalauréat. Donc en fait, j'étais en pension et en fin de semaine, j'allais chez mes amis du Nord. Et c'est ainsi que je vais apprendre à parler le créole comme les gens du Cap. Donc j'arrive à Strasbourg en septembre et en décembre, je vais passer les vacances. Je suis du Sud, hein. Je vais passer les vacances à Kinshasa et papa et maman sont en train de parler. À nous, ils ne nous parlaient pas en créole, mais entre eux, oui, quelquefois. Et j'entends maman qui dit, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, c'est à qui? Et moi de lui répondre, c'est qui nomme. Ma mère qui dit, attends, c'est quoi cette langue? Je dis, ben, je suis désolée, tu ne me l'as pas apprise, donc je l'ai appris avec les... En fait, j'ai appris à parler le créole avec les Capois et les Capoises. Et quand je lui ai dit, alors papa évidemment éclate de rire, mais maman était outragée. Je lui ai dit, ben, t'avais qu'à me l'apprendre. À ce moment-là, j'aurais parlé comme les gens de chez moi, des Cailles, de Cavaillon, etc. Et c'est comme ça que je viens m'installer à Strasbourg et que je décide ensuite de sortir avec ce jeune homme qui en fait va devenir mon mari. Alors j'étais en 4e secondaire et lui il était en première année de médecine. Donc voilà. Mais il n'y a pas que ça. L'histoire d'amour débouche sur autre chose. Oh, l'histoire, il y a une histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amour. Mais c'est une histoire aussi, de je vais découvrir la politique. Parce que bon, lui, il est très proche du Parti socialiste français. Ma meilleure amie va se faire violer. Nous avions toutes les deux 14 ans. Alors, et c'est lui qui va me dire, tu sais, cette violence que tu as en toi, tenant compte de la réaction, il faut la canaliser. Parce que j'avais déjà 2 amies congolaises qui avaient fait du stop et qui avaient été violées. Une est morte parce qu'elle a ouvert la porte de la voiture quand elle s'est rendue compte que les autostoppeurs ne les amenaient pas là où elle voulait aller. Et l'autre a été enfermée dans un bordel pendant 3 mois. Elles avaient 14 ans, hein, pendant 3 mois. Donc c'était déjà mes premiers chocs comme adolescente qui découvre la violence faite aux petites filles. Et là, ma meilleure amie, nous avions des exposés à faire. Moi, j'avais choisi Martin Luther King, elle Kennedy. Et puisque j'étais pensionnaire, elle me dit, je vais à la bibliothèque. C'était à l'étage. Et bon, il y a un jeune homme qui l'a suivi. Et là, mon ami, Alix, il me dit, écoute, on va chercher ensemble. Et il va découvrir avec moi, pour moi, le SOS Femmes battues violées. Et c'est comme ça qu'à 14 ans, je vais adhérer à SOS Femmes battues violées à Strasbourg comme bénévole pour accueillir les petites filles victimes de violences, victimes de viol. Voilà. Et c'est comme ça que ça va démarrer. Donc je suis d'abord engagée dans la violence faite aux petites filles avant de m'occuper des femmes. Donc là, ce sera un déclencheur. Absolument. Oui, les viols de les viols de mes amis. Oui, et là, je ne vais pas arrêter. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a une association à Strasbourg, l'association des étudiants et étudiantes haïtiens, évidemment. Moi, je suis écolière, donc je ne suis pas étudiante, mais ils m'emmènent quand même aux réunions. Donc, le dimanche, je suis toute fière d'aller à ces réunions. Je dois dire aussi que je rencontre à Strasbourg des femmes qui m'impressionnent, des haïtiennes qui m'impressionnent. Évidemment, il y a celle chez qui j'habitais, Evelyne Engrand, Danielle surtout, qui était une femme de gauche, une communiste carrément. Et je rencontre d'autres femmes qui étudiaient la médecine, la chimie. Une, c'est Marlène Liotto, l'autre, c'est Judith Mangonès. Je suis fascinée de voir ces jeunes femmes entourées, parce que presque tous les autres étaient des hommes, et qui s'imposaient comme étudiantes. Donc je dois dire que ces femmes m'ont vraiment... C'était des modèles pour moi, de les voir étudiantes en médecine, étudiantes en bio, étudiantes en chimie. Elles étaient seules alors qu'il y avait 40, 50 étudiants. Mais donc, vous orientez vers les lettres? Je m'oriente vers les lettres. Alors au départ, je voulais être interprète. Je voulais aller étudier à Genève, parce que c'était la plus grande école d'interprétariat. Mais en faisant mes calculs, je me suis rendu compte que si je voulais me marier, quand j'avais décidé de le faire, je risquais d'être encore
indépendante financièrement des parents. Et ça, il n'en était pas question. Donc, j'hésitais entre l'interprétariat et les lettres. Et c'est comme ça que je vais choisir les lettres modernes, la littérature générale et comparée. Donc, je fais les lettres à Strasbourg. Donc, je me marie d'ailleurs à Strasbourg. Et mon premier fils, Robert Laurence, naît d'ailleurs à Strasbourg. Donc, je suis à la fac. Je suis complètement engagée comme jeune féministe auprès des petites filles victimes de violences. Et puis, en même temps, je suis de loin. Et puis, à Paris, il y a les plus grands, hein, les camarades de mon petit ami, Claude Roumain, Paul-Antoine Bien-Aimé, Serge Gilles, qui sont dans l'IFOPADA, Laïné Curbon. Alors, tous ces gens-là, je suis un petit peu tout ça de très loin, mais je suis quand même fascinée. L'autre chose aussi qui va me marquer, c'est quand les Spiritains sont expulsés d'Haïti. Parce que j'ai un cousin, Lucien Smart, qui habitait à Paris, à la rue Madame, donc qui m'hébergeait aussi quelquefois en fin de semaine. Et il accueille ces prêtres. Donc je n'avais pas le droit d'assister aux réunions, je dormais. En fait, je ne dormais pas, j'écoutais. Donc j'étais quand même choquée d'entendre que des prêtres avaient été expulsés de leur pays. Donc ils étaient en transit vers l'Afrique, donc Père Dominique, etc. Donc j'ai vécu tout ça de loin, mais ce sont des choses dont je me suis énormément approprié. Et puis de voir tous ces étudiants, étudiantes qui, loin de leur pays, se battaient contre la dictature, parce qu'il ne faut pas oublier que Strasbourg, c'était la seconde ville en termes de qualité d'études après Paris. Donc voir tous ces étudiants et étudiantes qui étudiaient, qui avaient une carrière en fait professionnelle intéressante quelquefois, qui en même temps militaient contre la dictature, pour le retour de la démocratie. Donc en fait, je vivais à l'ombre. Justin Castrat, moi je me souviens, Justin Castrat, il avait été expulsé de France et il y avait une manifestation. J'avais 15 ans, je me suis sauvée de la pension pour aller à la manifestation. Je me suis fait arrêter par la police et quand je leur ai expliqué, ils m'ont ramené à la pension en disant bah, c'est extraordinaire de venir, mais tu n'as pas le droit, tu n'es pas française, tu es mineure. J'avais 15 ans, c'est ça. Mais en même temps, ils étaient quand même très gentils quand je leur ai expliqué que voilà, il s'agit de quelqu'un de mon pays qui va être expulsé. Et Justin, en fait, a été expulsé de la France pour la Belgique. Et jusqu'à son décès, on est restés très proches, Justin et moi. Et vous vous dirigez vers le professorat. Et il se passe une chose assez intéressante à ce moment-là. Oui. Alors, avant d'en arriver, c'est qu'après mon mariage, on va s'installer au Congo. Parce que, bon, mon mari, très tôt, a compris que pour cerner un petit peu les différentes facettes qui étaient les miennes, il fallait aussi qu'il puisse vivre lui-même dans ce pays qui était aussi le mien. Connaître le pays d'adoption. Voilà. Donc, on a été vivre là-bas. Et après quelques temps, on est retourné en France. À ce moment-là, j'avais ma licence en lettres, lui était médecin. Donc, on a décidé de nous spécialiser. Donc, on n'est pas retourné à Strasbourg, mais à Besançon. Donc, je fais ma maîtrise à Besançon. Et mon premier poste, je l'ai à Pontarlier. Donc, je prenais le car tous les matins pour aller enseigner à Pontarlier. Et le troisième jour, je vois débarquer un tas de parents. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que ça les dérange que je sois étrangère, bien que bon. Et en fait, c'est parce que Pontarlier, c'est là où se trouve le château de Joux, ce que nous connaissons ici, en général le fort de Joux. Donc les élèves, j'avais une classe de 4e secondaire qui avait dit à leurs parents que j'étais haïtienne. Donc les parents étaient fascinés d'avoir un professeur de lettres qui venait d'Haïti. À proximité. Exactement. Donc, qui m'expliquait qu'il y avait toujours des visiteurs, des visiteuses qui venaient mettre des couronnes de fleurs et qu'en fait, la tombe hein, de Toussaint était sans cesse fleurie. Ils en étaient impressionnés. Donc, j'ai été baignée de cadeaux. Donc, ils m'ont apporté tous les aliments du terroir. Et c'était vraiment une expérience humaine intéressante pour moi que de voir tous ces parents qui m'ont accueilli très chaudement parce que j'étais une petite fille
de Toussaint Louverture. Et oui, et en tant que petite fille de Toussaint Louverture, vous allez signer des papiers afin que vos enfants soient haïtiens tout en étant... Nés en France, oui. En fait, mes enfants sont nés en France, mais mon mari m'avait expliqué que dans la constitution haïtienne, la double nationalité n'existait pas. Donc, j'ai dû faire un jugement. On a fait venir des psychiatres parce que ça les étonnait, ils n'avaient jamais vu cela. Mais j'ai pas voulu, j'adore la France, j'adorais la France, mais j'étais haïtienne d'abord et avant tout. Donc mes enfants sont nés en France, mais les deux sont haïtiens et haïtiennes de nationalité parce que la double nationalité n'était pas dans ma constitution. Donc je ne concevais pas que je sois haïtienne et que mes enfants aient une autre nationalité. Et surtout, ne soient pas reconnus dans le pays qui était le mien. Mais à cette époque, saviez-vous que vous alliez revenir en Haïti? Pas du tout, pas du tout. À cette époque, dans notre tête, c'était ou Cuba, ou l'Algérie, ou le Congo-Brazzaville. Vous savez, à cette époque, les jeunes socialistes que nous étions, c'était le tiers-monde, démocrate, socialiste, communiste. Il n'était pas question, on ne savait pas. On savait qu'on reviendrait travailler un jour, mais à ce moment-là, pas de sitôt. Non. Non, pas de sitôt, vraiment pas. Mais vous revenez en Haïti. Comment cela se passe, le retour en Haïti? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je viens toujours en vacances, mais pas à Port-au-Prince. Donc, je ne connais pas Port-au-Prince. Je viens juste saluer la famille. On prend tout de suite le gros bus et on va à Cavaillon. On va dans le sud, en passant un temps fou au Morne-Tapion, en s'arrêtant à Petit Gouave pour les d'ours Macos, au Carrefour des Ruisseaux. Donc en fait, mon enfance, le sud, je connais par cœur. Je suis une sudiste à 100%. C'est-à-dire que dès que on quitte l'ouest, je connais par cœur. Parce que en fait, pour moi, Haïti, c'était les cailles. Donc quand on me parlait d'Haïti, pour moi, c'était les cailles Cavaillon. Le reste, je ne connaissais pas du tout, sinon je connaissais dans la littérature. Et les gens du Nord, que je trouvais très, très fiers, très solidaires entre eux. Donc je connaissais le Cap. Mais pour moi, Haïti, c'était le Sud. C'était les Cailles, c'était Cavaillon, c'était la ville de mes grands-mères, de mes grands-pères, Torbec aussi, puisque mon grand-père, ma grand-mère est de Torbec. Donc pour moi, vraiment, Haïti, c'était ce département-là. J'ai eu deux, donc je venais en vacances. Mais le retour, j'ai eu deux chocs. Évidemment, Alix, mon mari, me parlait beaucoup d'Haïti, sa mère y était. Le premier choc, c'est Marie-Thérèse Colly-Moral. Quand je lis Fils de misère, quand je lis les romans, nouvelles de Marie-Thérèse Colly-Moral, je découvre mon pays, je découvre la réalité de la mère haïtienne, de la mère seule. Je découvre la sororité des femmes. Et c'est ce qui va me pousser, quand je fais mon mémoire de maîtrise, à faire mon mémoire avec le roman de Simone Schwarzbach, Pluie et vent sur tel humain miracle. Donc c'est la sororité, c'est la chaîne des femmes. Donc c'est Marie-Thérèse Colly-Moral. Quand je dis cela, je dis mon Dieu, ce pays-là, c'est le mien, un pays dans lequel une maman peut être en Haïti, tous ses enfants sont à l'étranger parce qu'ils n'ont pas de papier, personne ne revient et le jour des funérailles, tout le monde est là. Je découvre vraiment, c'est Marie-Thérèse Colly-Moral me fait beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Yvonne Hakim Rimpel aussi. Je suis obsédée. Là, c'est une obsession. Je connais bien la Ligue féminine puisque plusieurs des jeunes femmes bouchereaux sont au Congo, travaillent au Congo. Yvonne Bouchereau, Madeleine Sylvain Bouchereau, elles sont toutes au Congo, donc je les connais. C'est comme des tantes. Mais l'histoire de Yvonne Hakim Rimpel, j'en fais des cauchemars, je l'intériorise. Oui, son sacrifice. C'est ça. Et quelque part, c'est comme si c'est moi. La vie d'Yvonne a telle enseigne que ce que je vais vous dire va vous choquer. Je n'ai jamais pu la rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai jamais pu. Pour moi, c'était comme un mythe. Je ne l'ai jamais rencontrée. Ses enfants, sa famille, mais pas elle. Donc, il y a Yvonne Hakim Rimpel, il y a Marie-Thérèse Colly-Moral.
Et puis, bon, là, je deviens une militante féministe, une militante politique connue, et je vais représenter la France à un congrès. Donc, nous sommes 3 à représenter la France, tout en étant haïtienne. Et en face de moi, il y a la délégation haïtienne. Et là, j'ai vraiment ce déclic. Quand je reviens chez moi, je dis à mon mari, mais là, il y a un problème. Tu t'imagines, là, je suis en train de défendre les intérêts de la France. Et en face de moi, il y avait mes compatriotes. Et là, nous décidons on dit, bon, il faut rentrer. On est utile, parce qu'on se sentait très utile. Lui, comme médecin, il était très aimé à l'hôpital. Oui, c'était le momentum. Voilà. Il était très aimé à l'hôpital où il travaillait. Moi, j'avais une émission à la télévision. Il était même question. Le président Mitterrand nous a proposé à 2 reprises de changer de nationalité parce que, bon, il était même question que je me présente comme député, mais il aurait fallu changer de nationalité pour Besançon. Alors, je dois vous dire aussi que ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, en 82, il y avait des élections municipales extrêmement importantes. Et j'avais compris à ce moment-là que les organisations de femmes, parce que je venais de fonder une organisation qui existe toujours malheureusement, parce que ça veut dire que certains problèmes ne sont toujours pas réglés, Solidarité Femmes, nous hébergions les femmes victimes de violences. Et nous avions quand même un impact très important sur la ville et sur les femmes de la ville. Et il y avait un grand débat. Est-ce qu'il faut que les organisations de femmes soutiennent les politiques? Et à ce moment-là, j'ai pris la tête des débats pour dire, écoutez, ce sont eux qui vont définir les politiques, ce sont eux qui vont gérer la ville, donc on va appuyer. Et c'est comme ça, c'était Robert Schwint, c'est comme ça qu'on a vraiment fait toute une campagne pour appuyer Schwint, et je crois qu'il est passé avec 70, si ce n'est 75% aux élections municipales. Et à ce moment-là, je me suis vraiment engagée dans la politique française, et tout en préparant le retour en Haïti. Donc, je lisais beaucoup le Petit Samedi soir, je savais ce qui s'y passait, je lisais, j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'écrivait Marie-Laurette Destin. Et j'ai quelqu'un que j'appelle Tati et Tonton qui était de passage dans la ville, c'est Gérard et Paula Gourgue, hein, qui sont d'Aquin aussi, toujours le sud, et qui me racontaient un petit peu ce qui s'y était passé. Et là, j'ai dit, bon, il faut qu'on rentre. Donc, on a terminé nos spécialisations et nous sommes rentrés avec nos 2 enfants qui étaient encore petits. Donc, on prend cette décision tout en me préparant à la mentalité. Et ça, jusqu'à présent, je lui en dis un grand merci. Mon mari, parce qu'il m'a clairement expliqué que ce n'était pas toujours très tolérant. Il fallait vraiment, il me dit, tu sais, tu veux rentrer, mais il faudra être très, très patiente en ce qui concerne la mentalité. Faut rester toi-même, parce que sinon, tu vas faire comme ce qu'on veut que tu fasses et tu ne resteras pas. Donc, surtout, reste toi-même. Ça, je me souviens, il me l'a dit. Reste toi-même, reste avec tes convictions. À l'époque, je m'habillais très court. Change pas tes mini. Oui. Reste toi-même. Sinon, tu seras dégoûté. Et moi, une fois rentré en Haïti, j'aimerais pas quitter. Oui, mais revenir en Haïti, vous allez rencontrer des enfants, vous allez rencontrer des écoliers, vous allez prendre soin de l'éducation des enfants. Là, ça va être... Comment ça se passe? Non, c'est génial. D'abord, j'ai l'honneur. Alors, mon mari a fait toutes ses études secondaires au centre d'études secondaires. Donc, il m'en parle. Ouf, c'est un vrai lavage de cerveau. Le centre d'études, il n'y avait que ça de vrai. Et j'ai l'honneur, quand je reviens en Haïti, de remplacer Pradel Pompilus, le professeur Pompilus Pompi, qui doit se rendre à Paris pour 1 an ou 2. Et les autres professeurs, Richer et compagnie, me demandent de remplacer Pradel Pompilus. Donc, c'était vraiment un bonheur pour moi et un honneur. Et là, je dois vous raconter une anecdote concernant le centre d'études et mon père. Donc, j'ai le bonheur et l'honneur de tout de suite d'aller travailler au centre. Ensuite, je vais aussi sur la demande
de M. Lerebourg, Philippe Lerebourg et de Paulette Pougel-Loriol d'aller travailler à l'école des arts. Et je suis bien sûr embauchée tout de suite au lycée français. Donc la chance que j'ai, c'est que je travaille aussi chez Madame Vildroin, c'est que tout de suite, je travaille comme professeur d'université aussi, puisque je suis à l'école normale supérieure, mais je côtoie des catégories sociales différentes. C'est-à-dire que quelquefois, quand je changeais d'école, j'avais l'impression de changer de pays. Parce que je suis dans une école où mes étudiantes dorment à 10 h du matin, et quand je leur demande pourquoi, je découvre qu'ils ont dû faire des heures de temps pour arriver à l'école, donc crève de sommeil, quelquefois n'ont pas forcément mangé avant de venir à l'école. Et quand je change d'école, je suis dans une école dans laquelle chaque gosse a sa chambre. Donc ça va me permettre de comprendre tout de suite dans quel pays je vis. Ça va me permettre aussi d'aimer ce pays, de m'y accrocher et de vouloir être oui, utile. Et de mettre ensemble des enfants de milieux différents. J'organise chez moi. C'est ça, surtout. J'habitais, alors je rencontre quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui me prend en affection, c'est Gladys Wagner. Donc leur maison de famille, Gladys c'est la sœur de Roy les voilà, comment s'appelle-t-elle déjà? Oui. Tu vois de qui? Oui, voilà, oui. C'est ça. Donc leur maison de famille se trouve juste en face de chez Anglade. Et quand elle apprend que je cherche une maison à louer, elle me dit écoute, je te loue ma maison. Donc cette maison devient la maison. Donc j'ai une bibliothèque que je mets à la disposition de tout le monde. Donc j'invite les élèves du lycée, j'invite les élèves de l'école normale supérieure, ceux et celles de l'école des arts. Donc en fait, des jeunes de milieux sociaux différents vont se côtoyer, vont travailler ensemble. J'anime aussi, et récemment c'était l'anniversaire du centre d'études et des anciens élèves me racontent que le samedi, je faisais venir aussi des élèves du centre d'études, au centre d'études, pardon, donc de Saint-Louis de Gonzague, d'un petit peu partout, parce que mon objectif, c'était de permettre à ces jeunes de se rencontrer, des jeunes qui se côtoyaient, mais qui n'avaient pas d'espace pour pouvoir se rencontrer, pour échanger, se rencontrer et parler de ce pays commun qui était le leur. Et avoir un but commun. C'est ça. Et je dis toujours que je crois qu'ils le savent, hein, si j'ai pu m'adapter, quelqu'un comme Barbara Stephenson, Barbara Prezo, qui était mon étudiante, c'est grâce à ces jeunes-là que j'ai pu m'adapter tout de suite. Ce sont eux et elles qui m'ont amené à Cité Soleil, à l'époque ça s'appelait autrement, qui m'ont amené vraiment dans des bidonvilles, Cité Simone, dans des bidonvilles, dans des corridors hyper compliqués. Donc ce sont eux et elles qui m'ont amené et qui m'ont permis de découvrir mon pays. Et ce qui va aussi déclencher ce choix comme journaliste évidemment engagé. Justement, là, en même temps, vous êtes journaliste. Comment vous arrivez à jumeler les deux? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai comme étudiante, j'ai Noisy Smoy comme étudiant et Louis-Philippe d'Alembert comme étudiant. À l'école, donc Louis-Philippe est à l'école normale supérieure, Noisy est à l'école des arts, Smoy. Et j'avais une proposition d'émission sur l'Afrique. Parce qu'en même temps, je m'étais rendu compte que les gens parlaient de l'Afrique sans comprendre qu'il s'agissait de plusieurs pays. D'un continent avec plusieurs pays, des cultures différentes, etc. Donc j'avais envie justement de faire cette émission. Et Smoy me dit, je t'amène voir Jacques Sampeur. Et le jour où j'arrive pour présenter l'émission, il y a un petit avion qui tombe dans la cour des religieuses de l'ALU. Et il y avait encore les militaires. Et Jacques qui dit, je suis embêté, je n'ai pas de reporter disponible. Il avait un appareil en main et je lui dis, donnez-moi l'appareil, je vais faire le reportage. Et j'interviewe les gens blessés, j'interviewe les religieuses, les élèves, les militaires, enfin les gens du quartier. Et Adi Jean Gardy, qui lui, à l'époque, est à Télé Haïti, annonce comme titre, un avion tombe dans la cour des religieuses de l'ALU, un reportage professionnel du non professionnel. Et c'est comme ça qu'il annonce ce reportage qui passe
sur Radio Antilles. Donc, je reste à Radio Antilles assez longtemps, sauf que mon journal se terminait tard le soir. Et là, mes enfants étaient encore petits. Et un jour, je suis rentrée, ils dormaient déjà. Et là, j'ai dit non, je dois arrêter la radio. J'attendrai qu'ils soient plus grands pour recommencer. Donc, j'ai arrêté la radio. Et 3 jours après, j'ai eu 7 médias qui m'ont proposé de les rejoindre, dont Télé Haïti. Et c'est comme ça que j'accepte tout de suite de rejoindre l'équipe de Télé Haïti, puisque ça me permettait d'être chez moi à 5 heures pour être avec des cours particuliers que je donnais et ensuite être avec mes enfants, mon mari, etc. Mais là, il vous aurait fallu des journées de 48 heures pour combler tout ça. Comment vous vous êtes arrangé? Alors, je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les agendas, mais il y a aussi, alors, quelques années après, je vais rencontrer une femme qui a aussi vécu en Afrique, qui s'appelle Baïna Bello, qui va me parler, qui nous parle, parce que ce jour-là, nous sommes plusieurs, de l'importance de l'agenda dans la vie de Christophe. Et il explique que tout ce qui a été construit dans le Nord, c'est à cause de la discipline, parce qu'il avait un agenda, Et je dois dire honnêtement que ce qu'avait raconté Baïna a eu une influence aussi dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui gérait, hein. Mais là, cette discipline de savoir tel espace, c'est pour la radio, là c'est pour le bénévolat, là c'est pour la maison, là c'est pour la politique. Quand j'étais ministre, par exemple, quand je rentrais, une fois que j'étais à la maison, je me mettais en short, en maillot. Bon, là je m'occupais de la famille. La politique ne traversait pas la chambre des enfants. Alors qu'une fois que je rejoignais mon mari, les discussions reprenaient. Oui, les discussions reprenaient. Donc moi, je crois que c'est important, l'agenda, pour bien gérer sa journée et sa vie, tout simplement. Mais la féministe ne dormait pas. La féministe en vous. Oh, j'ai toujours, non, j'ai toujours continué. D'ailleurs, quand je suis arrivée en Haïti, je suis allée voir les filles de Caïfam qui étaient près du marché, je ne sais plus lequel à ce moment-là. Elles s'occupaient d'appui aux marchandes. Elles n'étaient pas encore dans la question de la violence faite aux femmes. Donc moi, je leur avais dit, moi, j'ai une expertise dans le domaine et j'aimerais continuer ici. Par contre, ce sur quoi je vais travailler très tôt, c'est la question du personnel de maison. Parce que quand j'écoute ma belle-mère et ses amis parler, le premier constat que je fais, c'est qu'en janvier, il y a toujours les mêmes récriminations. C'est-à-dire, le personnel est parti et ne revient pas. Donc, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que les jeunes femmes qui travaillent à demeure partent en décembre et ne reviennent pas en janvier? C'est la première récrimination. La deuxième, je constate aussi comment un pays comme le Congo, donc, qui n'a pas été colonisé, le respect qu'on a pour le personnel de maison, là-bas ce sont des hommes en général, ce n'est pas des femmes. Ils sont obligés d'avoir une maison dans la cour qu'on appelle la boïrie. Donc j'étais choquée de voir comment on a du respect au Congo pour le personnel de maison, alors que le personnel de maison ici, ce n'était pas la même chose. Donc ce sont ces choses qui m'intriguent. Et je vais mener une étude, et cette étude va me faire découvrir que, en général, le personnel de maison, évidemment, vient de la province et est vaudouisant, donc doit aller se baigner. Il faut aller baigner en décembre. Or, on ne leur donne pas assez de jours pour cela. Congé. Donc, elles restent et en janvier, elles cherchent un autre travail. Alors qu'il eût été beaucoup plus simple de s'arranger avec elles et de leur donner. Mais il n'y avait pas la possibilité. Oui, mais elles n'osent pas dire qu'elles sont vaudouisantes non, elles n'osent pas qu'elles sont vaudouisantes d'une part, mais d'autre part qu'elles ont besoin d'une semaine. Plus de jours de congé. Exactement. Donc ça, c'était l'une des choses qui m'avait frappée. Et ensuite, le statut qui va me pousser, évidemment, avec toutes les organisations féministes, à faire cette loi sur le personnel de maison. Parce que quelqu'un qui travaille à Port-au-Prince et qui vous dit que je viens du Cap, en fait, cette personne prend machine au Cap pour le venir Port-au-Prince. Mais en général, c'est quelqu'un qui habite à peut-être 4-5 heures de temps
du Cap-Haïtien. De la ville du Cap-Haïtien. De la ville du Cap-Haïtien. Donc, moi, je crois que je suis née féministe. Je suis née féministe. D'ailleurs, ma mère a toujours été quelqu'un d'indépendante, qui nous a toujours dit qu'il ne fallait pas se marier avant d'être indépendante financièrement, de pouvoir élever les enfants en accord, en dialogue avec son mari ou son partenaire. Et j'ai toujours, je crois que cette défense pour une société égalitaire, bon, je l'ai toujours portée en moi. Et c'est la raison pour laquelle tous les postes que j'ai occupés, il y a toujours eu cela en transversalité, parce que bon, je n'ai jamais compris, honnêtement, qu'on soit 52% dans une société et qu'on soit relégué ou pas traité comme tel. D'autre part, même le langage masculin, je ne comprends pas qu'on puisse parler en disant négio ou qu'on parle. Je ne comprends pas qu'on me dise c'est le genre. Oui. Non, moi je me sens exclue. On ne peut pas me dire, ah non, on dit les hommes, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, je suis désolée, les droits de l'homme, c'est droit garçon yo. On parle des droits humains. À ce moment-là, quand on parle des droits humains, les hommes sont concernés, les femmes sont concernées. Également. Mais on ne peut pas me dire que quand on parle des droits de l'homme, on parle des femmes. Non, je me sens exclue. Et vous allez vous pencher sur la paternité responsable. Et oui. Vous allez gagner le pari. Oui, alors je dois vous dire aussi que en 1996, il y avait eu un tribunal international contre la violence faite aux femmes, organisé en Haïti. Et à l'issue de ce tribunal, plusieurs recommandations avaient été faites au Parlement haïtien, dont la paternité responsable. Donc, comme moi, je deviens ministre, donc c'est tout à fait normal que toutes ces lois, avec ces organisations comme CAIFOM, SOFA, Infofem, Femmes Décidées, AFASDA, etc., toutes ces femmes qui travaillent depuis 30 ans, plus de 30 ans, pour le respect des droits des femmes et pour que les femmes jouissent de leurs droits. Donc c'est ainsi qu'on va, avec beaucoup de difficultés, donc, proposer cette loi. Et c'est en fait Gérandal Tellusma, parce que quand je me rends compte que c'est très difficile de faire passer, à ce moment-là, on a une stratégie avec Gérandal Tellusma, donc qui la présente, elle, comme députée. Et c'est au moment où Marjorie Michel est ministre à la condition féminine que la loi est votée par le Parlement. Mais ce n'est toujours pas promulgué. Donc là aussi, c'est l'occasion de lancer un appel pour que ces lois soient promulguées. Oui. Dans alors, un milieu... D'autant plus que j'ai grandi dans un pays dans lequel, même quand ce n'était pas des familles musulmanes, il y avait la polygamie. Donc moi, j'ai toujours vu les hommes au Congo s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire, moi, à l'école, j'ai jamais rencontré d'enfants au Congo qui disaient oui, le père n'était pas à demeure, mais le père s'en occupait. Alors que j'arrive dans mon pays où les hommes ont beaucoup d'enfants et ne s'en occupent pas. Pire, vous savez, quand cette loi est passée, le sénateur Richer a eu un très bel, un beau témoignage en disant que tous les jours, il voyait passer son père. Mais il n'avait même pas le droit de lui dire bonjour. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'hommes c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui avaient des postes de responsabilité et qui me disaient, vous savez, on est content, je suis directeur général, je suis ça, mais en fait, il y a toujours cette blessure, oui. Parce que moi, son petit... Le père a été absent. Voilà. Et surtout, non seulement le père a été absent, mais le père n'a pas reconnu. Parce que vous avez des pères qui ne sont pas dans la maison, qui ne peuvent pas, mais il y a un minimum, on permet aux enfants d'aller à l'école, alors que là, il n'y a rien, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas l'appui financier pour la scolarisation. On ne donne pas de chance à l'enfant. La mère est en charge de tout. Mais justement, dans un milieu aussi machiste, comment peut-on évoluer en tant que femme politique et femme féministe? Bon, il faut rappeler d'abord que les femmes en Haïti ont toujours travaillé. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle d'Haïti. Donc, pendant la période esclavagiste, elles étaient esclaves des champs, elles étaient esclaves de maison. Après, pendant la lutte pour l'indépendance, quand on parle de Cécile Fatiman, par exemple,
on ne va pas parler de Cécile, on va parler de Boukman, qui mène le congrès, qui organise le congrès, mais qui a été dans toutes les habitations pour que ce congrès des clairières ait lieu. C'est Cécile Fatiman, avec d'autres femmes. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, défiler la folle. Défiler, on dira seulement qu'elle a mis les restes de Dessalines dans un sac. Absolument. Il faut penser à Guillaumette Charlot, il faut penser à toutes ces femmes qui étaient dans l'armée indigène, ou étaient à la tête de leur propre armée. Donc en fait, ça, il faut le dire. Ensuite, on a ces femmes qui vont se mettre ensemble contre l'occupation américaine. Et c'est à l'issue de cette occupation que va être créée la Ligue féminine d'action sociale. Donc, dès le début, dès notre arrivée sur l'île, d'ailleurs, déjà, l'indienne Anna Kaona, on connaît son histoire, son courage. Oui, donc, mais on parle d'elle en tant que poétesse, on oublie la guerrière. Oui, quand même. De plus en plus, on parle de sa bravoure. Donc, que ce soit l'africaine, que ce soit l'indienne, c'est le courage. C'est le courage. Maintenant, après la Ligue internationale, c'est la Ligue féminine d'action civique et sociale, jusqu'à arriver Femmes d'Haïti, la lutte pour les droits. Bon, maintenant, les femmes sont présentes, et c'est ce qui est important, dans la sphère sociale. Elles assument leurs responsabilités dans le secteur privé, au niveau des banques, au niveau des hôpitaux. Ce sont les femmes qui permettent à ces structures de tenir. Au niveau de l'économie, et ça Christian Farel vous le dira, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Donc en fait, elles ont toujours assumé leurs responsabilités. Maintenant, l'éducation, la tradition, la religion, la violence, le fait que nous soyons toujours seuls en charge des enfants, font qu'on n'a jamais traversé à la sphère politique. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a ce travail pour encourager les femmes à assumer leurs responsabilités politiques. Parce que si elles assument toutes les responsabilités, c'est normal que là où les lois sont votées, là où les décisions se prennent. Moi, je dis toujours, prenez un exemple de 2 enfants qui sont à la maternelle ensemble, qui vont à l'école ensemble. Ensuite, ils deviennent adultes, on est des professionnels. Et maintenant, dès qu'il s'agit d'aller au Parlement, ah non, toi, tu n'y as pas ta place. Oui, c'est réservé aux hommes. C'est ça. Donc maintenant, évidemment, heureusement, il y a tout un travail qui se fait, donc qui est intéressant. Mais c'est difficile et c'est la raison pour laquelle il y a ce quota qui doit permettre justement d'intégrer ces espaces. Au niveau nominatif, et ça, il faut le dire, il faut le saluer, c'est intéressant parce que ce soit le gouvernement, que ce soit le conseil électoral, l'appareil judiciaire. Vous savez, Marie-Alice, il y a 2 choses. Les femmes doivent être là par équité et par justice. Point barre. Sans condition aucune. Qu'on ne me dise pas, elles sont moins, sans condition aucune. Elles ont le droit d'être là comme les hommes. Tout simplement. Et elles sont compétentes également. Non, on n'en parle même pas. Elles ont le droit d'être là, tout simplement. Maintenant, à la société civile de demander des citoyens et des citoyennes compétents. Donc qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des femmes. Donc, il faut une présence de quantité, mais il faut une présence de qualité. Maintenant, en ce qui concerne nous, féministes, moi, féministe, il y a un travail qui doit être fait pour que, justement, les femmes qui sont nommées puissent également porter dans leur politique publique les besoins spécifiques des femmes. Au niveau des maternités, si on est en train de construire un village, est-ce qu'on tient compte des maternités? Est-ce qu'il y a la formation pour les sages-femmes? Quand on parle de l'agriculture, est-ce qu'on tient compte de l'agricultrice? Les outils dont elle a besoin ne sont pas forcément les mêmes que ceux dont, vous voyez, les intérêts aussi stratégiques des femmes. Donc, une présence, de toute façon, par principe, par justice, et maintenant, une présence de qualité. Et là, c'est la société civile qui doit assumer ses responsabilités. Vous faites partie de ces femmes-là qui militent pour les femmes, pour obtenir une justice en faveur des femmes. Mais comment réagissent ces femmes-là dans la société dans laquelle nous vivons, face à vos actes posés? Bon, vous savez, un peu comme partout, il y a l'aliénation.
C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a 30 ans, les féministes n'étaient pas toujours comprises. Et de plus en plus, avec le temps, avec la réalité, pas seulement les femmes, les hommes et les femmes se rendent compte que le travail, comme moi je le dis toujours, et c'est Daniel Magloire qui le disait à Jacques Mel, en fait, s'il fallait parler simplement, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes heureuses. Eh bien, ce bonheur que nous avons, nous voudrions que vous en jouissiez aussi, tout simplement. On voudrait que vous puissiez avoir accès à l'éducation. On voudrait que vous puissiez, comme nous, vivre avec un homme qui ne vous tape pas dessus, qui puisse vous parler. Maintenant, si ça ne va pas, ben, on se sépare. Avec qui on peut parler. Et c'est un problème, on en discute. On est des êtres humains. Mais vous n'avez pas à me taper dessus, ou pas pour battre moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et en fait, de façon très simple, les féministes, elles se battent pour quoi? Pour une meilleure société. Pour que tout le monde puisse jouir des mêmes accès de la société. Une société équitable. Une société équitable. Et une société aussi dans laquelle les gens soient heureux. Les hommes sont heureux, les femmes sont heureuses. C'est pour ça que les féministes se battent, tout simplement. Je sais que vous vous occupez également des enfants des rues. Pas mal d'enfants se sont attachés à maman Lolo, parce que là maintenant on parle de la maman poule. Cela se passe comment? Bon, en fait, ça a commencé, j'avais 11 ans, parce que le président Mobutu avait fait fusiller plusieurs ministres quand il est arrivé au pouvoir, et j'étais la marraine de l'un de ses enfants. Et cet enfant-là avait aussi perdu sa mère. Donc je me suis retrouvée à 11 ans, maman. Donc en fait, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 11 ans. Donc c'est ma famille qui s'en est occupée dans un premier temps. Ensuite, je l'ai fait venir en Europe. Bon, il est professeur maintenant d'université, etc. Et la deuxième expérience, alors je dois dire que quand j'étais au Congo, je gardais beaucoup les bébés, alors des mamans haïtiennes. Alors, donc quand elles sortaient, je les gardais. Et ce que j'avais toujours constaté, c'est que je ne tenais pas forcément à être payée. Ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. C'était le fait de m'occuper des bébés. Et quand je suis en 4e secondaire à Strasbourg, nous allons visiter un orphelinat. L'orphelinat Charles Frey. Alors j'étais invitée d'honneur avec la prix Nobel de la paix il y a 3 ans. Nous étions toutes les deux invitées d'honneur à Strasbourg et je suis retournée avec beaucoup d'émotion. On m'a amenée dans cet orphelinat. Nous avons passé une journée avec les orphelines et les orphelins. Toute la journée à s'occuper d'eux. Et une semaine après, la professeure a reçu une lettre de remerciement. Donc les élèves, les enfants disaient un grand merci, nous espérons que vous reviendrez. Mais nous aimerions surtout revoir la négresse. Et ils ont fait une photo avec justement mes cheveux. J'étais tellement touchée, j'étais en 4e, que le samedi d'après, je suis retournée à l'orphelinat. Et en fait, ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai adopté plein d'enfants. J'ai un problème d'instinct maternel exacerbé. Je croyais que ça s'arrangerait avec l'âge. Oui, mais grâce à vous, ces enfants connaissent une réinsertion sociale. Oui. Bon, j'ai eu des petites filles qui étaient prostituées, que j'ai fait partir. Non, bien sûr. La seule que j'ai, c'est une qui est née malheureusement malade, mais qui a quand même 25 ans aujourd'hui. Donc on ne pensait même pas qu'elle vivrait, parce que ses deux parents avaient le sida. Ces deux géniteurs qui sont morts. Je l'ai eue, elle avait 3 ans. Elle était petite fille des rues. Mais c'est une fille extraordinaire en termes de personnalité, en termes de... Mais là aussi, c'est pas facile. Parce que souvent, quand les gens se rendent compte qu'elle a, en dépit des médicaments, les amis se détournent. Hein. Je crois qu'il faut saluer le travail de Geschio et des autres, d'appui, la maison Anaïs aussi, que quelqu'un comme Gladys Loture aide énormément. Donc, les enfants, mon fils biologique est né à aujourd'hui 37 ans. Ma fille biologique est née, mais les autres, ils sont un petit peu partout à travers le monde.
Parce qu'au départ, moi, je voulais avoir seulement un enfant et en adopter d'autres. Donc, quand j'en ai eu un, mon mari m'a dit, écoute, on en fait un deuxième et on adoptera les autres. Mais parce que moi, j'ai jamais compris, bon, qui est tant d'enfants. Et je crois aussi que c'est l'un de nos problèmes, c'est le fait qu'il n'y ait pas un contrôle des naissances. Qu'il n'y ait pas un contrôle des naissances, qu'il y ait tellement de clichés, tellement de stéréotypes qui font que les femmes ne prennent pas la pilule ou les hommes ne se protègent pas non plus. Donc, autant de tabous. Oui, donc, le manque de communication est responsable. Ah non, c'est terrible. Non, puis les clichés dans certaines églises, les clichés. Parce que les superstitions. Moi, aussi, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants. Quand on dit oui, Timon est sans maman, mais bien sûr que c'est maman. C'est un gosse qui est né dans la rue, qui n'a de toute façon n'avait pas de père au départ, et que la mère a abandonné à l'hôpital ou au bord d'une poubelle. Alors on dit oui, ils sont sans maman. Ben, bien sûr que le gosse est sans maman. Donc, c'est ça. Et là, très souvent, vous devenez la maman lolo. Et c'est pour ça que pour moi, la cour, le vaudou, c'est important. Parce que, bon, dans les lacous, tout le monde a une maman, tout le monde est de service. Est pris en charge. Et là aussi, je trouve dommage aussi ce traitement qui est fait à notre culture, à notre patrimoine. À notre patrimoine, qu'est le vaudou. Mais c'est aussi pour ça qu'on a autant de problèmes. C'est parce qu'on refuse de s'accepter tel que nous sommes. Nous faisons semblant de ne pas savoir quelles sont nos origines. Mais je crois que le jour où, Haïtiennes et Haïtiens, nous serons réconciliés avec nous-mêmes, avec l'Afrique, avec ce que nous sommes en essence, ben à ce moment-là, on pourra mieux aller là où nous voulons aller. Hein. Oui, parce qu'on aura un sentiment d'appartenance absolument, réel. Absolument. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom personnel, je remercie Marie-Laurence Jocelyn Lassègue pour ce moment combien enrichissant. Merci infiniment. Merci, c'est impressionnant parce que c'est peut-être la première fois qu'on fait une entrevue avec moi et que je ne parle pas politique. Je ne pensais pas que je pourrais parler 1 heure de temps sans que ce ne soit politique, donc ça fait du bien aussi. Mais c'était très politique en fin de compte. Respect. Merci.